15h02. Merci pour votre ponctualité. Nous allons pouvoir commencer nos travaux de ce samedi matin. Le premier point à l'ordre du jour appelle à ce que nous fassions l'état des présents. Verme Jean-Paul, moi-même présent. Eusin Philippe. Présent. Tréanton Catherine. Présente. Laminotte Frédéric. Présent. Barnet Nathalie. Présent. Plouzen Jérôme. Présent. Scatolin Valérie. Laurent André. Présent. Abili Laetitia. De Gregorio Enzo. Présent. Laurence Yvon. Dupont Ismaël pouvoir à Enzo de Gregorio. Keinec Françoise. Beaupré Michel. Loiseau Colette pouvoir à Valérie Scatolin. Madec Marie-Françoise. Stéphane Patricia. Zoubeiri Amada. Galouedec Marie. Salazar Catel. Calviac Marlène. Thomas Camille. Guillaumard David. Breton Christelle. Milin Catherine. Restier Michael. Ngoutsami Conchita. Le Saoud Glenn. Oregan Georges. Bellec Olivier. Bache Daniel. Morisset Bernard Bérangère. Eto Guézenec Hélène a donné pouvoir à Madame Bérangère Morisset Bernard. Le deuxième point appelle à la désignation du secrétaire de séance. Nous allons en ce début de mandature continuer à faire travailler la jeunesse. Et j'ai demandé à Enzo de Gregorio s'il acceptait ce rôle et il l'a accepté. Le deuxième point appelle cette fois-ci à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 février 2026. Y a-t-il des interventions sur ce compte-rendu? Il n'y en a pas, chers collègues. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Ah oui, vous n'étiez pas là. C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Ouais. Ouais, par contre, alors Georges ne s'abstient pas, mais il y a 5 abstentions dans l'opposition, sauf celle de 4. D'accord, ok. Ok, 2 seules abstentions, 3 abstentions dans l'opposition et pas d'opposition au vote du compte-rendu. Vous avez désormais une délibération qui est formalisée pour prendre acte des informations relatives aux décisions prises par délégation. Vous avez l'ensemble des décisions qui ont été prises avec les explications de celles-ci. Avez-vous des questions sur ces attributions? Alors on vote la prise d'acte. Hein. C'est une information du conseil municipal. Il y a rarement d'abstention, d'opposition pour la prise d'acte puisque nous constatons qu'elle a bien eu lieu. Donc je pose quand même la question, pour la prise d'acte, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Et je cède la parole pour les différentes commissions à mettre en place au premier adjoint, M. Eusin. Allez, Philippe Aublot. Donc nous allons maintenant procéder à l'élection des membres de plusieurs commissions. Nous commençons par la commission d'appel d'offres. Donc pour rappel, cette commission est compétente pour décider de l'attribution des marchés passés en procédure formalisée dont le montant est supérieur aux seuils européens. Nous allons élire 5 membres titulaires et 5 suppléants. Donc après un travail avec les groupes, avec tous les groupes, sont proposés les candidats issus de la liste Morlaix Ensemble: André Laurent, Nathalie Barnet, Jérôme Plouzen et Patricia Stéphan. Issus de la liste pour Morlaix, M. Olivier Bellec. Et en ce qui concerne les suppléances, Valérie Scatolin, Laetitia Abili, Marlène Calviac, Enzo de Gregorio et M. Daniel Bache. S'il n'y a pas d'intervention formellement, je dois vous requérir votre autorisation puisque sinon on devrait passer dans l'isoloir pour faire un vote. Bon, là, comme il n'y a pas de difficulté, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous puissions voter à main levée? Pas de difficulté pour personne, donc pas d'opposition, pas d'abstention pour organiser le vote à main levée. Je reposerai la question systématiquement pour l'ensemble des commissions, qu'on soit scrupuleux dans le respect des procédures. Alors, pour les élections de ces membres de la CAO, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Eh bien, je vous remercie, chers collègues. On continue, Philippe. Délibération numéro 4. Donc, nous allons maintenant élire les membres de la commission de délégation de services publics.
Cette commission est chargée de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Sont candidats à cette commission Catherine Tréanton, Laetitia Abili, Ismaël Dupont, Colette Loiseau, Hélène Eto-Guézenec et en suppléance Catherine Milin, Michel Beaupré, Valérie Scatolin, André Laurent et Bérangère Morisset-Bernard. Y a-t-il des abstentions, des oppositions pour un vote à main levée? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions, des oppositions pour ces candidats? Il n'y en a pas. J'ai oublié de féliciter ceux de la CAO. Alors, la CAO se réunit très régulièrement. Pour ceux qui ont déjà participé, je regarde Georges, les autres, il y a quand même un volume d'activité très régulier. Pour la commission de délégation de services publics, c'est moins le cas, parce que tout simplement, il y a moins de délégations de services publics qu'il n'y a de marchés qui rentrent dans les règles d'organisation de la concurrence des marchés publics. Donc pas d'abstention, pas d'opposition. Eh bien, mesdames et messieurs, félicitations. Pour vous dire, je crois que la dernière fois, sur la durée du mandat, elle a dû se réunir 2 ou 3 fois, mais pas plus. C'est pour rassurer ceux qui ont quelquefois encore des activités professionnelles ou d'autres activités, celle-là n'est pas la plus réunie. On continue avec l'installation de la commission communale des affaires générales et financières. Et là, nous rentrons dans le cadre de la préparation des délibérations du conseil municipal. Philippe. Sont candidats pour la liste Morlaix Ensemble Philippe Euzin, Catherine Tréanton, Valérie Scatolin, Nathalie Barnet, André Laurent, Enzo De Gregorio, Frédéric Lamenotte, Jérôme Plouzen, Laetitia Abili, Ismaël Dupont, Yvon Laurence, David Guillaumard, Glenn Le Saout. Et pour la liste pour Morlaix, Olivier Bellec, Hélène Eto-Guézenec, Georges Oregan et Daniel Bache. Alors pour les nouveaux élus, elle se réunit obligatoirement avant chaque conseil municipal et se voit présenter l'ensemble des points délibératifs de manière très exceptionnelle. Si un oubli a été fait ou si une urgence se fait entre la commission des affaires générales et financières et le conseil municipal, il peut y avoir la présentation d'une délibération sur table, mais c'est si et seulement si le conseil municipal l'accepte. Donc là, on est déjà dans un cadre très formel de l'organisation de la municipalité. Y a-t-il des abstentions, des oppositions pour un vote à main levée? Il n'y en a pas. Alors pour l'ensemble des candidats présentés, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. On peut continuer avec la prochaine commission, Philippe. Alors, délibération numéro 6. Donc, nous passons à la commission communale des affaires sociales, de la petite enfance et des affaires scolaires. Donc, commission qui sera notamment chargée d'étudier les dossiers liés aux affaires scolaires, à la petite enfance, à l'enfance et aux seniors, aux affaires scolaires et aux affaires périscolaires, à la politique de la ville, à la santé publique, au handicap et à l'inclusion. Sont candidats Catherine Tréanton, Frédéric Lamenotte, Marie Galouedec, Colette Loiseau, Catherine Milin, André Laurent, Georges Oregan et Daniel Bache. Merci Philippe. Toujours pas d'abstention, pas d'opposition pour un vote à main levée. Eh bien, j'ouvre les opérations pour l'élection des candidats. Y a-t-il, mesdames et messieurs, des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. On continue avec la prochaine commission, Philippe. Commission communale culture, communication et attractivité. Donc, elle sera chargée d'étudier les dossiers liés à la culture, aux équipements culturels et à la culture bretonne, au commerce, dont l'attractivité commerciale et l'accompagnement des commerçants. Et le troisième volet sera lié à la communication, afin de promouvoir les actions de la commune par le biais des supports de communication. Sont candidats André Laurent, Valérie Scatolin, Michael Restier, Catherine Milin, Michel Beaupré, Conchita Egoutsami, Georges Oregan et Daniel Bache. De la même façon, y a-t-il des abstentions, des oppositions pour un vote à main levée? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions pour la liste des candidats présentés? Il n'y en a pas. Je vous remercie. On peut continuer, Philippe. Donc nous passons à la commission communale des sports, de la jeunesse, de la vie associative et de la démocratie locale.
Donc, comme son nom l'indique, il s'agira d'étudier les dossiers liés aux affaires sportives et aux équipements sportifs, à l'animation des dispositifs en faveur de la jeunesse, aux activités et fonctionnement des associations locales et au conseil de quartier et à la vie et à la démocratie participative. Sont candidats Enzo de Gregorio, Laetitia Abili, Ismaël Dupont, Camille Thomas, Colette Loiseau, Glenn Le Saout, Amada Zouberi, Olivier Bellec et Georges Oregan. Merci Philippe. Toujours la même question protocolaire. Y a-t-il des abstentions, des oppositions pour un vote à main levée? Il n'y en a pas. Pour l'élection des candidats, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. On continue avec la dernière commission installée, Philippe. Donc, délibération numéro 9 pour l'installation de la commission communale de l'aménagement, de la transition écologique et du cadre de vie. Donc, commission notamment chargée d'étudier le développement urbain et durable, la transition écologique, le programme Action Cœur de Ville, l'habitat et les affaires foncières, le patrimoine et les bâtiments communaux, les risques majeurs et la sécurité civile, les jardins et espaces verts, les travaux et aménagements, la circulation et le stationnement et la propreté urbaine. Sont candidats Jérôme Plouzen, Nathalie Barnet, Christelle Breton, David Guillaumard, Yvon Laurence, Marlène Calviac, Hélène Eto-Guézenec et Bérangère Morisset-Bernard. Toujours même question protocolaire. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions pour un vote à main levée? Il n'y en a pas, merci. Pour la liste des candidats, y a-t-il des abstentions et des oppositions? Mesdames et messieurs, je vous remercie et nous avons fini l'installation des commissions municipales qui se réuniront d'ici 8 jours pour qu'elles puissent être installées formellement et donc pouvoir commencer à travailler. Je rappelle à tout le monde que ce n'est pas que dans la commission que le travail se fait. Il y a évidemment une partie du travail qui se fait en commission. C'est chaque jour qu'on peut se mobiliser pour les intérêts de la ville, poser des questions ou saisir l'administration. Le point suivant appelle à la mise en place et à la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Depuis 2022, maintenant, cette désignation est une obligation afin de permettre à chaque élu que vous êtes de pouvoir saisir le déontologue si une question d'un potentiel conflit d'intérêts, d'une difficulté particulière en termes légaux. Prenons tout simplement, je participe à la vie d'une entreprise. Alors, je vais forcer le trait. Je suis dirigeant d'une entreprise qui répond à un appel d'offres de la mairie. Que dois-je faire? Et bien là, de manière tout à fait volontaire et personnelle, vous pouvez saisir le déontologue qui vous donnera l'ensemble des mesures à mettre en œuvre afin de préserver les intérêts de la ville et votre propre responsabilité pénale. Quelquefois, ça peut être plus touchy si mon épouse, un de mes enfants est lui-même dirigeant d'une société qui pourrait répondre à un appel d'offres ou qui est saisi dans un cadre spécifique par la municipalité. Je vous invite à la moindre question de ne pas hésiter à saisir le déontologue, Monsieur Jean-Pierre Bégel, qui a été sélectionné par l'État comme un référent déontologue potentiel que nous avons d'ores et déjà choisi depuis quelques années. C'est une autosaisine de votre part. Il répondra à vos questions de manière tout à fait confidentielle. Je crois que nous avons eu un cas en 2 ans d'autosaisine et c'est gratuit pour l'ensemble des élus de la ville, la facture de 80 € étant directement envoyée au service de la ville. Quelquefois, n'hésitez pas aussi à poser la question à des élus plus aguerris. Quelquefois, la réponse se fera d'office. Mais si vous avez un doute et si vous avez besoin d'un conseil qui soit émis dans un cadre confidentiel, n'hésitez pas à saisir Monsieur Jean-Pierre Bégel. Donc, pour l'approbation de sa désignation, y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions pour la désignation de Monsieur Bégel? Eh bien, je vous remercie. Nous arrivons, Catherine, au CCAS de la ville de Morlaix.
Donc le CCAS est administré par un conseil d'administration, présidé de droit par le maire. Celui-ci est composé en nombre égal de représentants élus au sein du conseil municipal et de membres nommés par le maire parmi les représentants d'associations œuvrant dans le domaine social. Alors, donc, il est composé donc du maire, de 7 membres élus, de 7 membres nommés. Alors, voici la liste des membres représentant la ville. Donc, monsieur le maire, bien évidemment, mais il y est de droit. Les autres candidats sont moi-même, Catherine Tréanton, Laetitia Abili, Catel Salazar, Marie Galouedec, Michel Beaupré, André Laurent et monsieur Daniel Bache. Merci Catherine. Toujours la même question protocolaire. Alors là, on est bien sur, non plus dans les commissions, mais sur le centre communal d'action sociale. Y a-t-il des oppositions à un vote à main levée? Il n'y en a pas. Pour la liste qui vous est présentée, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Nous sommes toujours en début de mandat, donc je passe la parole à Valérie Scatolin pour les taux d'indemnité des élus municipaux. Oui, il s'agit en fait de fixer dans cette première délibération le taux d'indemnité de fonction d'élu, donc maire, adjoint et conseiller selon la taille de la commune. Donc en l'occurrence pour Morlaix, entre 10 000 et 19 999. Donc le maire et les adjoints ont choisi de réduire leur indemnité personnelle par rapport au plafond légal. Ce choix permet de dégager un budget pour indemniser l'ensemble des conseillers municipaux, même ceux sans délégation, tout en respectant l'enveloppe financière. Vous avez ensuite le tableau avec le taux maximum et les taux proposés. Donc, il est proposé de valider ces taux pour appliquer donc à compter de l'installation du Conseil et une mise à jour automatique des montants lors de chaque évolution du point d'indice de la fonction publique. Alors, dans la mécanique, on pourrait ne pas délibérer, puisque le législateur l'a prévu, et si nous ne délibérerions pas, le maire et les adjoints toucheraient le maximum prévu par les textes. Dès lors, l'enveloppe serait consommée. Et il n'y aurait plus possibilité de rémunérer les conseillers délégués et les conseillers municipaux sans délégation. C'est assez historique, puisque je regarde Georges, je ne sais plus depuis quand ça date, mais nous depuis très 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 longtemps. Ça date depuis mars 2008. Ouais. Avant mars 2008, ouais. Les membres d'opposition n'avaient pas d'indemnité. Ouais, ouais. Et donc, on délibère pour baisser l'indemnité du maire, baisser les indemnités des adjoints par rapport aux plafonds légaux, ce qui permet de libérer des sommes financières. Alors c'est très cadré, en fonction de votre population, vous avez une enveloppe qui est pour nous mensuelle au global de 19 329 €. Et donc elle serait consommée si on restait au maximum pour les maires et les adjoints. On baisse pour le maire et les adjoints, ce qui permet de rémunérer tous les conseillers. Alors c'est assez rare de voir des conseils municipaux qui rémunèrent tout le monde au sein de leur enceinte. C'est vrai que Georges a raison, en 2008, en plus, avaient été ajoutés les membres de l'opposition. Donc là, c'est bien les 33 conseillers municipaux qui peuvent bénéficier, alors non pas d'une rémunération, excusez-moi, j'ai employé le terme, d'indemnité. Je rappelle aussi, puisque nous nous exprimons publiquement, qu'il n'y a aucune retraite complémentaire, par exemple, prévue par les textes dans les indemnités des élus, que ce sont des cotisations supralégales. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. Soyez vigilants, puisque s'il n'y a pas de cotisation supralégale, il n'y a pas de retraite complémentaire qui sont prévues d'office par les textes. C'est le minimum vieillesse. Donc il faut être vigilant et rappeler toujours que, sincèrement, et je le dis pour tous ceux qui ont des responsabilités d'élus, par rapport aux responsabilités quelquefois assumées, au travail qui est fourni, nous ne sommes pas dans quelque chose qui soit particulièrement déconnecté de la réalité. Y a-t-il des commentaires sur les rémunérations? S'il n'y en a pas, je vais soumettre les taux à votre approbation. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. On continue puisqu'il y a des majorations en fonction de certaines qualités de la ville. Donc sur cette deuxième délibération, il s'agit donc des 3 critères de majoration qui sont retenus. Donc sur les 3 leviers, nous avons la dotation de solidarité urbaine DSU
qui permet de basculer sur les barèmes de la strate de population supérieure, le chef-lieu d'arrondissement qui autorise une majoration de 20% et le classement de station de tourisme qui autorise une majoration de 25%. Et donc, ce qui permet d'avoir des nouveaux taux qui sont mentionnés après, 76,87 pour le maire, 22,62 pour les adjoints, conseillers délégués à 5,28. Donc, il s'agit bien d'un vote séparé afin que ces majorations soient une délibération différente du taux de base de la rémunération, enfin, de l'indemnité. Alors le chiffre que je vous donnais des indemnités versées mensuellement de 19 329 € incluait ces majorations. Bon, donc vous imaginez, sans ces majorations, le niveau d'indemnité des élus serait plutôt très faible, très clairement. Y a-t-il des questions sur ces majorations? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. On continue toujours avec Valérie sur des questions RH. Donc, cette délibération permet au maire, en fait, d'autoriser le maire à recruter des agents contractuels non titulaires pour occuper les emplois non permanents. L'objectif est de permettre à la mairie de réagir rapidement face à des besoins ponctuels. Il y a 2 types de renforts qui sont prévus, l'accroissement temporaire d'activité pour un surcroît inhabituel de travail, durée maximum 12 mois sur 18, et l'accroissement saisonnier d'activité pour des tâches qui se répètent chaque année sur une durée maximum de 6 mois pour une période de 12. Donc tous les services administratifs, techniques, sportifs, culturels, sociaux sont concernés et tous les niveaux de catégorie. Donc le temps de travail selon les possibilités du contrat. Donc en appliquant le conseil municipal donne la compétence pour choisir les profils, appliquer le régime indemnitaire et signer les contrats de travail. Merci Valérie. Je ne vois pas de questions sur cette délibération. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Valérie n'a toujours pas fini ses délibérations. Donc la dernière délibération, c'est pour autoriser le maire à recruter des agents contractuels mais de remplacement pour pallier l'absence temporaire d'agents titulaires ou fonctionnaires ou contractuels occupant un emploi permanent. Donc, le recrutement est autorisé pour couvrir les absences liées à la santé et la famille, congé maladie, maternité, paternité, adoption, le temps de travail, remplacement d'agents exerçant à temps partiel et la carrière, détachement de courte durée, disponibilité d'office, raison familiale, période de stage, formation ou préparation concours. Donc, ça a pour but d'anticiper le contrat de remplacement qui peut débuter avant le départ de l'agent, permet de la souplesse et donc les rémunérations sont basées selon l'expérience et le profil, selon le régime indemnitaire RIPSAC. Merci Valérie. Je ne vois pas de questions sur cette délibération. Somme toute classique pour organiser l'activité de la mairie. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. On retrouve Philippe pour des sollicitations de subventions et de fonds de concours. Alors, la première sollicitation concerne donc les modes actifs. Donc, c'est une sollicitation auprès de Morlaix Communauté pour la route de Paris. Donc, il nous est proposé de solliciter l'attribution d'une aide auprès de Morlaix Communauté pour le fonds de concours modes actifs pour la route de Paris. Donc, une aide d'un montant de 214 135 € et 12 centimes. Et d'approuver donc le plan de financement qui vous a été présenté dans cette délibération. Alors pour ceux qui l'avaient voté, qui l'avaient déjà vu au précédent mandat, Morlaix Communauté a mis un fonds de concours mode actif pour développer la marche à pied, le vélo, la trottinette sur certaines conditions, en rappelant à chaque utilisateur de trottinette qu'il est interdit d'être 2 sur une trottinette et en refaisant la publicité du code de la route qui avait été émis parce qu'on voit encore, notamment avec ce mode de locomotion, des risques trop grands qui sont pris. Nous avions envisagé d'obliger le port du casque en milieu urbain, mais la loi ne nous y autorise pas, puisque le port du casque est obligatoire en milieu rural, hors agglomération. Il ne pourrait être que temporaire
en milieu urbain. Vous avez peut-être vu passer une délibération d'une ville dans le sud qui obligeait le port du casque. Elle a été retoquée parce qu'elle ne pouvait faire l'objet que d'une durée exceptionnelle pour une opération et pour des raisons particulièrement spécifiques, puisque sinon c'est la loi qui s'applique. Je le regrette très sincèrement parce que tomber de trottinette avec des engins qui peuvent aller jusqu'à 25 km/h, le danger il est immédiatement mortel. Mais bon, c'est comme ça. Pour en revenir à la délibération, donc c'est l'activation de ce fonds de concours où, vous voyez, les montants sont quand même pas minces et permettent de financer une bonne partie, pas loin du tiers, des travaux retenus. Oui, Olivier ? Une petite question, alors c'est pas polémique, hein, c'est vraiment pour comprendre. Pourquoi cette demande intervient plusieurs mois après les travaux? Pourquoi c'est pas en termes de calendrier? C'est une petite question simplement de compréhension. Non, parce que c'est sur présentation de facture que peut être activé le fonds. Alors on sait à peu près à quoi s'en tenir puisque les fonds sont fléchés. On sait grosso modo combien la ville peut dépenser, c'est quasiment du droit de tirage. Et donc là, on revient une fois le montant totalement connu pour afficher au centime près la demande de subvention. Alors, quelquefois, vous le verrez, il y a d'autres dispositifs qui nous obligent à délibérer avant et quelquefois à ajuster après le montant. C'est dans les dispositifs qui viennent juste après, donc la question est tout à fait judicieuse. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération? Chers collègues, j'ouvre les opérations de vote. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Délibération suivante, donc dans la continuité de ce qui a été mis en place en matière de sécurité lors du précédent mandat et suivant le programme municipal qui a été présenté aux électeurs, il est proposé aux membres de l'Assemblée d'approuver le projet d'acquisition de gilets pare-balles et son plan de financement déposé au titre du pacte Finistère 2030. Et article 2 de cette délibération, d'approuver le projet de développement du système de vidéoprotection, donc qui a lui aussi été déposé au titre du pacte Finistère 2030. Là, je rebondis sur votre question, Olivier. Là, on doit délibérer pour faire une réservation de la subvention qui nous sera remboursée sur facture. J'ai vu M. Bache qui posait une question. Allez-y, vous avez la parole, M. Bache. Oui, bonjour monsieur le maire. J'avais une question. Pouvez-vous nous préciser le contour de cet appel à projet Pacte Finistère et aussi celui qui concerne le FIPD, notamment nombre de caméras installées, est-ce qu'il y a de la maintenance qui est prise en compte? Moi, je suis nouvellement élu, je ne connais pas le dossier. Alors, pour le cadre de demande des subventions, le FIPD, c'est un fonds interministériel de prévention de la délinquance sur lequel nous pouvons émarger chaque année, qui est très cadré et qui permet, là, par exemple, de faire une demande de financement, de renouvellement des gilets pare-balles, puisque la police municipale est déjà équipée, et puis dans l'article 2, c'est une délibération qui vous demande d'approuver le projet, puisqu'il y a là aussi également une demande de FIPD. On demande toujours le maximum. C'est le préfet qui va choisir le montant qu'il nous accorde. Mais nous, dans la demande de subvention, on va faire le maximum. Donc ça, c'est un fonds très classique auquel on peut émerger chaque année sur les questions de sécurité. Il y a eu une évolution l'année dernière du pacte finistérien. Le pacte finistérien, c'est des modalités de subvention des projets municipaux qui a été mis en œuvre depuis l'élection de Maël de Calan. Donc ça nous amène à 2021 et qui a l'année dernière été élargi aux questions de sécurité. Et dans ce cadre-là, nous y avions déjà émargé une fois, je crois. On n'avait pas fait une demande déjà une fois? Non. Et donc là, le conseil départemental ouvre la possibilité de subventionnement sur les questions de sécurité. Alors dans la presse, j'ai vu passer des subventions pour l'achat de véhicules de police municipale, par exemple. Et là, nous le faisons de vidéoprotection. Je vais rester succinct dans les informations que je vais donner sur le déploiement de la vidéoprotection. J'ai à votre disposition le rapport, vous pouvez venir le consulter quand vous le voulez, mais pour qu'il soit efficace,
Hein, il faut, alors je ne vais pas faire le président de la République, hein, mais il faut un peu de brouillard stratégique en termes de prévention de la délinquance. Si on dit exactement où sont placées les caméras, quels angles elles ont, bon, elles vont se déployer, il y a déjà des gens qui vont regarder ce qu'elles font, mais on va rester, il y a 37 caméras nouvelles de prévues dans le cadre du déploiement que nous comptons débuter dans les mois qui viennent, puisque nous essayons de travailler aussi en lien très proche avec les services de police. Nous avons pris une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix des matériels, puisque quelquefois on voit des déploiements très rapides de caméras de vidéosurveillance, et puis nous sommes allés les voir, et quand on se rend compte que la caméra ne permet même pas de lire la plaque d'immatriculation, bon, c'est bien, il y a l'effet dissuasif, il n'y a pas l'effet que l'on recherche aussi en plus de la dissuasion, qui est celui de l'aide à l'enquête. Hein. On est en train de regarder comment, nous n'avons pas de CSU, hein, de centre de supervision urbain, puisqu'un centre de supervision urbain, c'est-à-dire quelqu'un qui regarderait les caméras en permanence pour monitorer cela. Dans l'AMO, nous avons prévu les éléments techniques qui permettent de raccrocher les caméras à la CSU de la police nationale de Quimper. Vous appelez le 17, le CSU peut avoir accès à nos caméras. Alors là, on recherche les meilleures solutions, puisque entre la police municipale, entre les polices municipales et la police nationale, il faut aussi que les solutions techniques de l'une et de l'autre soient compatibles. On perd un temps phénoménal parce qu'on laisse la liberté des choix techniques aux uns et aux autres, et puis à un moment, quand on veut que les deux systèmes se parlent, il faut quasiment faire un nouveau logiciel. Mais ça s'est vu, moi je regarde Olivier, les questions de paye par exemple, les questions de déclaration d'impôts, à chaque fois on est confronté à ce problème-là. C'est aussi une des conséquences de la décentralisation et puis des marges de manœuvre qu'on laisse aux différentes strates et aux différentes administrations. Moi j'ai connu la fusion de la NPE et des ACDIC, je crois que ça a mis des années à se résoudre, et puis au final ils ont fait un nouveau système pour que tout le monde se parle. Hein, donc, nous, on essaye véritablement de jouer sur les deux jambes, la dissuasion. Alors la dissuasion, je rappelle qu'il y a des déclarations en sous-préfecture, il y aura des panneaux qui seront à chaque entrée de ville pour dire qu'il y a un système de vidéoprotection qui est désormais non plus seulement sur les bâtiments municipaux, puisque c'était le cas jusqu'à maintenant, mais désormais dans l'espace public. Et on déploie l'ensemble du schéma préconisé par la police nationale. La police nationale, dans sa doctrine, elle le dit, et nous avions déjà réuni une fois les commerçants, mais aussi on peut parler des habitants, elle dit, dans la doctrine de protection d'une ville, il faut et de la protection collective, système de vidéoprotection qui est mis en place, et de la vidéoprotection individuelle. Hein, et là, il faut... Alors là j'ai eu confirmation par la police qu'il y aurait de nouvelles sessions de formation ouverts notamment aux commerçants qui sont souvent les premiers visés, mais aussi plus largement aux habitants pour des systèmes de vidéoprotection individuelle, puisque ça permet quelquefois encore d'avoir de belles images et d'identifier rapidement les auteurs. Donc, venez consulter le rapport. Alors, il est confidentiel. Vous n'hésitez pas, vous demandez au secrétariat d'avoir un créneau pour venir le consulter, mais il est très clairement confidentiel. C'est la responsabilité du conseil municipal d'être au courant de tout ce qu'il y a dedans. Hein. 37 caméras, on peut le dire puisque c'est un chiffre. On ne va pas dire exactement là où elles seront, là où elles pourront, et quels angles elles auront. Mais en tout cas, la volonté, c'était de couvrir tous les allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur des frontières de la ville. Et ça, nous aurons un système exhaustif de couverture et de protection de la ville. Pardon, il y avait aussi l'aspect maintien en condition opérationnelle du système. Il est pris en compte certainement par l'appel d'offres, mais vous le prévoyez aussi pour les plans de financement futurs oui, 2027 et 2028. C'est évident, hein, puisque on a eu aussi des systèmes qui n'ont jamais pu être opérationnels, puisqu'en fait, entre certains bâtiments publics de la ville, alors ne me demandez pas la raison technique, hein,
mais il y avait un système déporté de la mairie, puisque le centre de consultation est à la mairie, dans une pièce sécurisée, dans laquelle on accède en passant devant une caméra, et il y a 3 ou 4 personnes habilitées, en dehors des policiers nationaux sous délit de flagrance ou commission rogatoire, qui peuvent être amenés à les regarder. Parce que là aussi, il faut, et c'est rappelé dans le rapport. Le rapport est vachement bien, puisque la police dit attention, il y a quand même une question de liberté publique sur la vidéoprotection. Donc soyez extrêmement vigilants et rigoureux dans l'accès aux images. Ça ne doit pas être disponible pour n'importe qui. Hein, et même pour un policier municipal. Vous avez peut-être lu dans la presse ce qui s'est passé. Je suis extrêmement vigilant à ce qu'un policier municipal ne puisse consulter les images que quand il a le droit, et quand surtout il a une raison objective. Quand ces 2 conditions ne sont pas remplies, ou si l'une de ces conditions n'est pas remplie, sanction, et c'est normal. Puisque derrière, il y a la condition sine qua non de la liberté publique. Et là, très clairement, la police nationale qui a fait un très très bon travail. Hein. On l'avait déjà dit avec M. Gambache, précédemment, qui gérait la police municipale. Maintenant, c'est Yvon qui s'en occupe. Ils ont fait un très très bon travail. Ils rappellent cette question fondamentale de la liberté publique. Et c'est eux-mêmes qui incitent à dire n'hésitez pas à mouiller le public dans le fait que vous puissiez gérer à long terme cette question des libertés publiques. Et nous avons dit, nous allons mettre le système sous surveillance d'une commission extra-municipale pour garantir que c'est bien employé dans la doctrine et dans le respect des libertés publiques. C'est le travail qu'on aura à faire, de constituer cette commission extra-municipale dont nous discuterons, parce que, il faut la dissuasion, il faut la capacité d'aide à l'enquête, et il faut, et ce sera certainement le 3e pilier dont je parlerai aujourd'hui, le respect des libertés publiques, mais de manière extrêmement bien verrouillée. Extrêmement bien verrouillée. Donc ça inclut, vous avez raison Daniel, hein, toute la bonne gestion future de l'ensemble des caméras. Et puis avec l'évolution technologique, dans les 37, on a aussi demandé l'option de remplacer les 19 déjà en place, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un écart, il y a eu un bond technologique dans la capacité opérationnelle des caméras. Je vous en prie. Georges ? Donc, effectivement, nous voterons cette délibération comme la suivante, parce que ça va dans le sens de ce que nous préconisions également, même si, à terme, on espère qu'on pourra aller au-delà de ce qui est proposé actuellement, de ce qu'on en sait. J'avais une petite question concernant l'agglomération, parce que, bon, Saint-Martin s'équipe également, Saint-Martin, zone police avec Morlaix. Est-ce qu'il y a une coopération, il n'y aurait pas une fusion, mais au niveau du système de surveillance qui peut être imaginé, et plus largement, là, en passant en zone gendarmerie, vu l'imbrication des communes, on pourra effectivement en projet d'installer des caméras du côté notamment de Saint-Fiacre et autres. Est-ce qu'il y a une réflexion globale au niveau de l'agglomération, parce que bon, Sainte-Séville aussi, hein, qui est envisagée à terme? Il y a une collaboration permanente sur ces sujets avec Saint-Martin, puisque nous sommes réunis, et c'était encore une réunion jeudi matin, au sein du même GPO, groupement de police opérationnel. Et quand on est parti sur le diagnostic, ça a été un diagnostic morlaisien et saint-martinois pour couvrir la zone police. Je ne vais pas, depuis ma place de maire, résoudre les questions de fonctionnement entre la gendarmerie et la police nationale. Puisque une autre zone agglomérée du pôle urbain, c'est bien évidemment les quartiers plourinois, qui effectivement sont en zone gendarmerie, puisqu'en plus, ils accueillent le groupement de gendarmerie à Saint-Fiacre. Et quand on est à Saint-Fiacre, on n'est quand même pas sorti du pôle aggloméré. Hein, là, je reste extrêmement prudent, puisque je n'ai pas autorité sur les deux polices. Enfin, les 2 polices, sur la gendarmerie et sur la police nationale. On est en dialogue permanent avec les uns et les autres par l'intermédiaire du CISPD, comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Hein, mais nous ne savons pas, nous, rentrer dans la mécanique. Ils collaborent, heureusement qu'ils collaborent. Vous imaginez si, poursuivant un délinquant, il devait s'arrêter aux frontières de Plourin pour ne pas l'arrêter. On voit heureusement que le législateur a pensé cette question. Je ne sais pas quelle est leur capacité d'avoir accès les uns et aux autres à leurs différents CSU.
Parce qu'il y a un CSU police nationale, il y a un CSU gendarmerie. Je n'ai pas la connaissance suffisante pour vous dire quel peut être le degré de collaboration sur le sujet. Après, ça reste très gendarmerie, très police comme sectorisation. Yvon, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, juste pour rappeler qu'il y a un trait d'union entre les deux, c'est l'État. C'est-à-dire que la sous-préfète réunit très régulièrement une commission de sécurité à laquelle appartiennent à la fois la gendarmerie et la police. Donc il y a bien une unité de lecture et d'action sur le sujet à l'échelle de la circonscription. Enfin. Alors, pour vous dire, elle les réunit toutes les semaines. Ça fait partie de notre quotidien d'avoir des relations permanentes avec la police et la gendarmerie. Alors, je l'avais dit à un moment, on a vécu un pic il y a 2 ans sur les tentatives d'installation de points de deal. Et très clairement, quand on a des pics sur le narco, on a une augmentation de la délinquance qui suit dans la foulée. Alors, je vous dis, il y en a une qui est cachée, mais qu'on avait mise à jour avec l'enquête de terrain des éducateurs spécialisés. C'est la question de la prostitution. Et les spécialistes de la sécurité vous disent oui, c'est une délinquance immédiatement associée au narcotrafic, alors qui en plus quelquefois plus rémunératrice et moins risquée pénalement, ce qui est assez terrible. Et puis 2, il y a tout ce qu'il y a, cambriolage, tout ça. Alors quelquefois du cambriolage associé au narco, pour tout simplement solvabiliser l'achat de drogue, et puis d'autres réseaux qui viennent se greffer. Et là, quelquefois, je dis, faisons attention, parce qu'on parle beaucoup de police municipale. Quand on a eu dernièrement un réseau international qui est intervenu sur tout le département, c'est pas la police municipale, elle va donner de l'information. Elle n'a pas les capacités d'enquête, elle n'a même pas les compétences en termes d'enquête judiciaire. La police municipale, ce n'est pas une police judiciaire. Donc il faut aussi, et c'est la dernière question que je voudrais aborder, assurer le renforcement des effectifs de la police nationale à Morlaix. Donc là, j'ai vu que sur les réseaux, on avait une sous-préfète, une préfète chargée des questions de sécurité qui était passée à Morlaix. J'ai écrit hier soir à la sous-préfète que j'étais pas très heureux de ne pas avoir été convié à la rencontrer, puisque j'avais saisi encore dernièrement le ministre Nunez. Mais depuis quelque temps, je vais être un peu critique. Le nouveau monde des différents gouvernements du président Emmanuel Macron fait que les maires n'ont plus toujours de réponse à leur courrier. C'est extrêmement gênant. J'attends toujours une réponse du ministre de l'Enseignement supérieur sur le 3e département de l'IUT, de la même façon. Bon, on a eu des courriers au ministre de l'économie de l'époque, le bien connu Bruno Le Maire, sur des subventions qu'il nous avait accordées, qu'il ne voulait pas payer aux entreprises qui avaient été sélectionnées par ses propres services. Il ne nous avait jamais répondu. Bon, c'est un peu gênant, puisque moi j'avais été élevé dans un monde où quand on sollicitait le ministre, il y avait une réponse systématique dans des délais acceptables pour tout le monde. Puisque la question fondamentale, c'est celle des effectifs de la police nationale, puisqu'elles sont les seuls à avoir une autorité judiciaire et donc une compétence en termes d'enquête et de résolution des affaires qu'il peut y avoir sur les lieux. Et puis le dernier risque qu'on est en train d'essayer de traiter à notre niveau, mais qui est un risque national, le livre blanc de la sécurité publique qui fixe comme premier objectif le lien renforcé entre la police nationale et la population. On est en train de faire en sorte que les politiques nationales nous amènent dans les communes à bientôt totalement assumer ce qu'on appelle la police de proximité. La police de contact, la police d'îlotage, la police de relation avec la population. Grosso modo, la police du quotidien, qui fait que le policier est quelqu'un de connu et de reconnu à l'intérieur de la cité. Et de plus en plus, on voit le glissement de laisser à la police nationale la seule question de la répression. Bien sûr que oui, si on voit toujours la question de la répression traitée par la police nationale et puis la question du contact, quelquefois, revendiquons-le, peut être sympathique avec la police municipale, le lien va se distendre avec la population. Donc je suis extrêmement prudent, puisque à chaque fois que des communes ont fait des efforts sur les effectifs de police municipaux, et nous en avons fait, eh bien la police nationale, elle a plutôt immédiatement eu l'effet inverse. C'est-à-dire, si on est face à une commune qui accepte de faire la police de proximité avec sa police municipale, eh bien nous, sur les brigades de police secours, donc les brigades d'îlotage, de voie publique, eh bien on voit souvent les effectifs baisser. Ça sent l'arnaque, pour parler un peu crûment,
et il faut qu'on soit attention à ne pas être pris dans ce qui pourrait être, pour les intérêts de la ville sur la question de la sécurité, dans un très mauvais deal. Très mauvais accord. On va essayer de ne pas utiliser d'anglicisme. Donc voilà. Sur cette demande de subvention, pour revenir à cette question et d'approbation du plan de financement, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On continue, Philippe? Dans cette prochaine délibération, il nous est proposé de solliciter donc à nouveau le département dans le cadre du pacte Finistère pour une aide au financement de 2 projets. Donc le premier concerne les travaux qui ont été réalisés route de Paris. Donc travaux qui, je vous le rappelle, ont pour objectif de donner plus de place aux vélos et aux piétons et d'inciter les conducteurs à lever le pied. Cette demande de soutien est d'un montant de 120 000 €. Le second projet concerné par cette délibération concerne la création du clubhouse du stade de Kéranroux. Donc travaux qui ont été réalisés suite aux demandes, aux sollicitations des usagers du stade. La sollicitation est d'un montant de 140 000 €. Merci Philippe. Y a-t-il des questions sur ces demandes de subvention? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue toujours avec Philippe. Cette délibération concerne elle aussi le plan, le fonds interministériel, la prévention de la délinquance avec la vidéoprotection. Nous sollicitons cette fois-ci l'État, donc dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance, donc pour le financement du plan de vidéoprotection. Nous sollicitons l'État pour un montant de 195 259 € et 70 centimes. Alors je le rappelle, on demande le maximum, on l'a rarement, mais on ne peut pas se priver de demander le maximum possible autorisé par les textes encadrant les FIPD. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Allez, redevance. Nous sommes sollicités afin de fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. Donc, il nous est proposé de fixer ce montant à 0,70 € par mètre de canalisation et d'approuver les propositions qui nous sont faites concernant cette redevance. Merci Philippe. 70 centimes d'euros par mètre linéaire. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. On continue sur les redevances, Philippe. Redevances, donc cette fois-ci, nous sommes sollicités pour fixer le taux de redevance pour occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Il nous est proposé de fixer ce taux à 0,035 € du mètre de canalisation. Y a-t-il des questions? Merci. J'aurais été en difficulté de répondre sur « mais pourquoi 0,035 centimes ?» C'eût été un peu difficile, je vous l'avoue, hein, mais toute occupation, toute utilisation du domaine public doit faire l'objet d'une redevance, c'est légitime. Donc s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On passe la parole cette fois à Catherine Tréanton pour la convention d'objectifs. Alors, nous allons maintenant évoquer donc 2 conventions d'objectifs jumelles, puisque l'une concerne la crèche familiale et l'autre la crèche collective à petits pas. Donc, la présente convention définit les modalités de versement annuel de la prestation de service unique, le versement du bonus mixité sociale, inclusion handicap, attractivité, le territoire, la convention territoriale globale, auquel s'ajoute le financement des journées pédagogiques et des heures de préparation à l'accueil de chaque enfant pour les services de la crèche collective à petits pas pour 2 ans, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
Donc la ville de Morlaix s'engage à offrir un service de qualité, accessible à tous, répondant au plus près des besoins formulés par les familles, contribuant à la mixité sociale, en recherchant sa participation et en respectant les règles de confidentialité. Faire mention de l'aide apportée par la CAF aux familles lors de toute communication publique. Respecter les dispositions légales et réglementaires, transmettre les pièces justificatives du service, tenir une comptabilité analytique, autoriser et diffuser toute information relative au service sur le site monenfant.fr. Donc, les choix de la ville de Morlaix, avec un projet social municipal tourné vers le vivre ensemble, visent à renforcer la mixité sociale et rejoint ainsi les objectifs prévus par la Caisse d'allocations familiales dans sa convention d'objectifs et de financement pour la période 2026. Donc, vous êtes sollicité pour approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement entre la commune de Morlaix et la Caisse d'allocations familiales pour la crèche collective à Petits Pas. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Et on continue avec la prochaine convention d'objectifs. Je pense que je ne vais pas vous la relire puisque c'est exactement la même au mot près, à part, non, pas au mot près, il y a le changement, c'est crèche familiale. Donc, je vous propose de la soumettre au vote. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. Et quand on arrive à Jérôme Plouzen, c'est souvent le dernier chapitre du Conseil. Alors, il est plus ou moins long. Hein. Attention, ça ne veut pas dire qu'on approche de la fin. Hein. Jérôme, cession d'immeuble. C'est vrai que ça peut parfois durer. Donc là, on va parler d'une acquisition d'un immeuble situé sur le 2 place Françoise Coirnette en Ploujean. Donc dans le cadre de son soutien... cession, pardon. J'avais l'autre avant, moi, pardon. Donc cession de l'immeuble qui est situé au 44 rue du Mur. Donc par délibération en date du 18 septembre 2025, le conseil municipal avait approuvé cette cession à M. Goujon et Mme Empereur de l'immeuble du 42-44 rue du Mur. Mais à la suite du refus d'un prêt émis par l'établissement bancaire, les acquéreurs ont fait jouer cette condition suspensive pour se désengager de leur projet d'acquisition. À son tour, Mme Kenza Kei a adressé à la ville de Morlaix par courrier en date du 6 mars 2026 une offre d'achat au prix de 225 000 € hors frais de négociation et frais de notaire, offre soumise à condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire. Par courrier en date du 12 mars dernier, la ville de Morlaix a donné une suite favorable à cette proposition sous réserve de validation par la présente assemblée délibérante. Les frais notariés et les honoraires de négociation seront à la charge de l'acquéreur. L'immeuble donc est composé de 4 niveaux. Il est situé au 42-44 rue du Mur. Une entrée indépendante qui donne sur le 42 rue du Mur, qui s'offre sur un porche et un hangar d'à peu près 120 mètres carrés. La ville a souhaité dissocier les deux parties de l'immeuble et ne conserver la maîtrise foncière que du hangar et du porche pour pouvoir disposer de cette emprise située dans le périmètre de la concession d'aménagement signée avec la SEMREZ, dite de l'îlot du Dossen. Pour ce faire, la ville a procédé à une division en volume. Les parcelles destinées à être cédées sont cadastrées AT 332 et 331, volume 2. Dans la mesure où la collectivité a décidé de céder le bien acquis par voie de préemption et comme le prévoit l'article L213-11 du Code de l'urbanisme, il a été notifié aux précédents propriétaires ainsi qu'aux acquéreurs évincés par l'usage de ce droit l'intention de la collectivité de céder l'immeuble au prix de 225 000 €. Tous deux n'ont pas exercé leur droit de priorité dans le délai réglementaire des 2 mois, laissant ainsi la collectivité la liberté de céder le bien à ce prix à toute autre offrant. Le conseil municipal d'aujourd'hui est sollicité pour donner l'accord sur la cession à Mme Kenza Kei ou toute autre personne morale ou physique s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes conditions de l'immeuble situé 44 rue du Mur, regroupant les parcelles cadastrées AT 332 d'une contenance de 72 mètres carrés au prix de 225 000 €. Merci. J'invite tous les élus qui siègent désormais au sein de la commission communale de l'aménagement, de la transition écologique et du cadre de la vie à demander un point d'étape sur la concession d'aménagement. Puisqu'en fait, nous avions acheté le 44. Et le 44 avait un hangar intérieur qui est en fait le cœur d'îlot du Dossen. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, ce n'est pas tant l'immeuble, mais que de pouvoir reprendre la possession du hangar et du cœur d'îlot intérieur dans le projet d'aménagement global. Donc, comme l'a expliqué Jérôme, on a dissocié désormais le hangar du bâtiment. Le bâtiment est en bon état.
Il peut faire l'objet d'une vente sans difficulté, sans compromettre le projet d'aménagement global de l'îlot. Par contre, le hangar, désormais, il reste propriété de la ville et donc rentre dans le cadre plein et entier du futur aménagement de cet îlot. Donc on avait acheté le 44 avec le hangar, on garde le hangar et on revend le 44 qui est un bâtiment plutôt en bon état d'ailleurs. Ouais. Pas d'autres questions ? Eh bien, y a-t-il pour cette session des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et donc là, on a une acquisition à Ploujean. Exactement, l'acquisition de l'immeuble situé aux 2 places Françoise Cornette, juste en face de la ville annexe de Ploujean. Donc, dans le cadre de son soutien au commerce, la ville de Morlaix souhaite acquérir l'immeuble situé 2 places Françoise Cornette à Ploujean. Par courrier en date du 5 mars 2026, la ville de Morlaix avait proposé d'acquérir le dit bien cadastré section AE numéro 235 et 237 au prix de 75 000 € net vendeur. Les honoraires d'agence d'un montant de 6 300 € ainsi que les frais d'acte notarié sont à la charge de la ville sous réserve de la validation par la présente assemblée délibérante. Par courrier en date du 10 mars dernier, le vendeur a accepté la proposition faite par la ville de Morlaix dans les conditions susvisées. Le conseil municipal d'aujourd'hui donc est sollicité afin de donner son accord sur l'acquisition de l'immeuble d'habitation du 2 Place Cornette regroupant les parcelles cadastrées AE numéro 235 et 237 d'une contenance totale d'environ 158 mètres carrés au prix de 75 000 € net vendeur. C'est l'ancien cabinet médical qui est juste à côté de la mairie. Alors vous avez suivi le dernier projet qui a été voté et qui va être mis en œuvre sur le conseil de territoire de Ploujean, c'est l'aménagement du fond de la place autour du monument du maréchal Foch, avec un verdissement et puis un coin plutôt sympathique avec la mairie. Nous, on avait été sollicités par le local, l'association qui avait précédemment, qui était installée, qui avait un bar associatif qui faisait partie des lieux de vie ploujanais. L'immeuble a été vendu, leur bail a été terminé, ils ont à l'heure actuelle un bail précaire, et nous, notre volonté, c'était de retrouver au moins, pas seulement un commerce, mais un lieu de vie sur le bourg de Ploujean. Puisque même dans les fusions, on voit bien que tout ce qui était Quatsero, une partie de la Madeleine, la Vierge Noire, ça a été, qui faisait partie de Ploujean, ça a été maintenant rattaché au pôle aggloméré de la ville. Le bourg a toujours son existence propre, séparée en plus par la 4 voies. Donc, on avait besoin de retrouver un local, alors qui va faire l'objet d'un aménagement, mais je vous explique tout de suite, et puis après je vous donne la parole, Olivier, d'un aménagement. Avant d'aménager, il fallait être propriétaire, c'est la première étape. Nous sommes en négociation avec le conseil régional et l'AFPA pour avoir un chantier école. Je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, la rénovation d'une maison à Plouigneau pour faire un petit îlot d'habitat partagé. C'est exactement la même modalité. Le conseil régional paye les frais de formation et la ville paye les matériaux nécessaires à la réhabilitation complète. Alors, il y a une grosse réhabilitation de ce logement. Le clos couvert est sain, mais la première estimation des formateurs de l'AFPA nous amène quand même à une enveloppe de 180 à 200 000 € de matière d'œuvre. Mais ça serait le coût supporté pour la ville avec la réhabilitation, l'ensemble d'un ensemble commercial pouvant servir de café, petite salle de réunion et épicerie, et puis la réhabilitation des étages en 2 voire 3 appartements. Donc pour un coût qui pourrait être de 275 000 €, mais qui va s'affiner, et à chaque fois qu'on affine les coûts, ils augmentent encore. Donc je suis extrêmement prudent, ça risque d'être plus. On pourrait bénéficier d'un local commercial avec la possibilité de réouvrir le local tel qu'il était avant, c'est-à-dire un café également, puisqu'à l'heure actuelle, la surface ne me permet de maintenir que la partie épicerie. Par contre, ce que nous avons convenu avec le local aussi, c'est que ça doit faire l'objet d'une réinterrogation du projet pour qu'il corresponde le plus à l'ensemble de la population ploujanaise. Une place, une mairie annexe, de nouveaux aménagements, je crois que là, il faut vraiment qu'on s'investisse
dans le fait de redonner vie un petit peu. Là, il y a le kiné qui fonctionne bien. On s'était intéressé au restaurant qui avait fermé en face de l'ancien local. Le prix était excessif et ne permettait pas d'avoir un équilibre économique en l'achetant, en le louant, en portant ce type de projet. Et puis, on pourra bénéficier de quelques fonds de l'agglomération, puisqu'on avait été extrêmement vigilant à l'agglomération dans le dispositif du dernier commerce, à faire attention qu'on ne considère pas que, par exemple, je prends l'exemple de Saint-Égonec-Locquéguinère, ils ont fusionné. Et d'un seul coup, si on considérait que l'aide au dernier commerce s'appliquait à toute la ville, il y a des commerces à l'ancien Saint-Égonec, on n'aurait jamais pu aider le seul commerce qui a été recréé à Locquéguinère. Et le dispositif de l'agglomération a défini la notion de bourg rattaché. Et c'est exactement cette notion-là qui correspond à Ploujean. Un vrai bourg, rattaché administrativement à la ville de Morlaix, mais sur lequel l'aide pourra aller jusqu'à 50 000 € dans le maintien du dernier commerce sur le bourg rattaché. Olivier ? En fait, vous avez anticipé ma question. Je voulais savoir effectivement pourquoi cet achat. Donc vous avez répondu. La prochaine étape, c'est la formalisation et la demande de chantier école à l'AFPA et au conseil régional. Bon, on leur en a déjà un peu parlé. Après, il y a toujours un temps administratif de vote en commission permanente, ça c'est incompressible. Et puis là, maintenant, on va pouvoir aussi faire le travail avec l'association, alors je ne dis pas reprendre, puisqu'une association, elle a son autonomie, mais travailler pour repopulariser et réattirer autour du projet de bar local, lieu de vie au sein du bourg de Ploujean, en plein cœur, à côté de la mairie, sur la place Françoise Cornet. Georges ? Donc, effectivement, c'est vouloir conforter Ploujean avec un lieu de vie, place Françoise Cornet, c'est très très bien, il n'y a aucun problème. Il y a quand même des inquiétudes qui se font jour dans le bourg de Ploujean avec des mesures concernant l'école Émile Cloarec, effectivement, dont la ville n'est pas responsable, compte tenu des propositions de cartes scolaires. Est-ce qu'on a des perspectives encourageantes ou pas à ce jour? Oui, nous avons eu un entretien avec la DAZEN sur les postes de l'école Émile Cloarec. Alors, l'avantage que nous avons, c'est que, par exemple, quand on regarde les LUIH de la ville de Morlaix, les grandes réserves constructives, elles sont à Ploujean. Parcamont, la grande parcelle de Parcamont. On est en cours de travail avec un promoteur, mais moi, j'attends d'être avancé un petit peu avant de dire quoi que ce soit. On a l'autre parcelle, Kermaotou. Et quand on regarde les réserves foncières de la ville de Morlaix, là j'inclus Ploujean-Bourg et l'espace urbanisé, c'est pas loin de 50 000 m² d'urbanisable à Ploujean, puisqu'en fait on a retrouvé une solution pour la grande parcelle qui restait attachée à la ville, qui sont les vergers. Donc là on devrait bientôt, et on pourra l'annoncer, avoir une proposition d'achat de la parcelle par un promoteur. Après, ce qu'on a dit à la DAZEN, ce qui est une réalité, faut maintenir les postes, puisque Ploujean nécessairement va se développer à l'avenir, très clairement. Parce qu'au sein du pôle urbain, on va œuvrer à la réhabilitation d'un certain nombre de logements, mais l'habitat familial, la vraie zone de développement, c'est Ploujean. Donc pour la rentrée 2026, on conservera les 2 postes de Ploujean. J'étais avec Frédéric et Philippe quand la DAZEN s'y est engagée. Ouais. OK ? Ouais. Y a-t-il d'autres questions sur l'acquisition de la maison de l'ancien docteur qui a dû fermer son cabinet il y a... Je ne sais plus, mais il y a... Ouais. On est rentré dans le cabinet, il est parti, il y avait les aspégiques, tout... Donc, pour l'acquisition de ce local, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie. Prochain rendez-vous, le jeudi 30 avril. Attention, changement.
on avait l'habitude de se réunir à 18h30. Qui verrait une opposition à ce que l'on se réunisse à 18h? Parfois des difficultés pour être à l'heure, même 18h30, quand je venais de Saint-Brieuc, c'était parfois un peu juste, mais 18h, ça risque d'être plus compliqué en fonction de certains impératifs professionnels, mais bon, je m'y adapterai. Merci. Eh bien, merci. Donc, on avance d'une demi-heure. Conseil municipal, le jeudi 30 avril à 18h. Et je vous souhaite un excellent, ensoleillé, long week-end, plein de chocolat. Merci à vous tous.